vous parler de l'imagerie optique. Comme Steve a mentionné un peu plus tôt dans la journée, ma présentation a plus un but d'ouverture que de présenter vraiment le résultat. Il s'agit de présenter la chose, de présenter cette technique-là qui est intéressante. Pourquoi elle est intéressante et pourquoi elle convient bien au domaine de l'éducation. Qu'est-ce qu'elle peut apporter. Et je sais qu'il y a des gens qui connaissent déjà un peu, qui ont déjà entendu parler de cette technique-là, qui ont connaissent peut-être les avantages. Je crois que je vais vous surprendre à quelques petits moments au niveau des ouvertures possibles de cette technique-là dans les prochaines années. Peut-être la rendre encore plus intéressante. Allons-y. J'ai essayé de faire une présentation comme c'était une présentation d'introduction. J'essaie de ne pas être trop technique. Donc, je vais y aller beaucoup avec des images, essayer de présenter brièvement les choses. D'autant plus que c'est la dernière présentation de la journée. Vous avez beaucoup de présentations. Je me suis dit, pas le temps de se lancer dans les trucs trop complexes. Alors, allons-y, bon, ça c'est résumé, on passe. Donc, je vais séparer ma présentation en quelques petits éléments. Donc, une présentation de la nouvelle technique, avantages et désavantages, rapidement. Exemple de premiers travaux qui ont été effectués avec cette technique. Avec quelle année, qu'est-ce qu'on a fait? Vous allez voir, c'est très révélateur de la technique. Exemple de projet futur, quelques-uns possibles. Et ensuite, vos questions. Allons-y. Alors, la technique en question, c'est l'imagerie optique infrarouge. On l'appelle aussi tomographie optique. Elle a plein de noms. On l'appelle aussi spectroscopie proche infrarouge. Il y a toutes sortes de noms qui tournent toujours autour de l'idée d'infrarouge. Dans les faits, ça utilise la lumière infrarouge. Je ne sais pas à quel point vous connaissez le perspective. Alors, j'ai mis un petit spectre. Vous avez réalisé qui est ici, dans cet intervalle-là. Vous avez l'infrarouge qui apparaît ici. Juste une remarque pour la suite de la discussion. Remarquez la longueur d'onde qui caractérise l'onde. Elle devient plus élevée à mesure qu'on va vers le rouge. Et quand on arrive dans l'infrarouge, elle est encore plus élevée. Ça va être utile pour la suite dans la prochaine page. En passant, les infrarouges, ça aussi, ça va être utile pour la suite. Qu'est-ce que sont les infrarouges? Où sont les infrarouges? Donc, par exemple, dans la pièce que je vous fous tout de suite, il y a plein d'infrarouges. Vous allez voir l'infrarouge. C'est une lumière qu'on ne voit pas avec ses yeux, mais c'est une lumière qui a les mêmes propriétés que la lumière visuelle. Il y a certains animaux, par exemple les poissons rouges, qui sont plus sensibles à l'infrarouge. Et on émet en infrarouge. On associe souvent l'infrarouge à la chaleur parce que, par exemple, tout de suite dans la pièce, vous êtes tous des émetteurs d'infrarouge. On peut même évaluer la puissance. Vous êtes à peu près comme des ampoules d'environ 100 watts. Alors, chez chaque personne dans la salle, si je la regardais dans l'infrarouge, vous êtes en train de briller à 100 watts. Donc, les infrarouges, c'est quelque chose qui nous habite et qui nous fait pas mal du tout. C'est quelque chose qu'on émet nous-mêmes, on observe, on émet ça. C'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Ce sont des rayons qui sont vraiment pas dangereux et c'est un de leurs grands avantages. Alors, cette technique-là, comment elle fonctionne? Ben, elle consiste à envoyer des infrarouges à travers les tissus pour tenter de faire une image. Donc, ce qu'on fait, par exemple, si vous imaginez qu'on est dans l'imagerie cérébrale, donc imaginons que c'est la tête de quelqu'un. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à certains endroits, par exemple ici, on va mettre, typiquement, on met une fibre optique et on envoie de la lumière infrarouge à travers le crâne vers le cerveau. Et c'est ce qui se passe. Cette lumière-là, je vais vous l'expliquer un peu plus tard, elle va entrer pour différentes raisons, elle va être réfléchie dans une certaine mesure, elle va ressortir. Et on va mettre des détecteurs à certains endroits pour mesurer quelle partie de la lumière va ressortir. On va faire ça pour plusieurs émetteurs et plusieurs récepteurs. Donc, on va avoir un émetteur ici, par exemple des récepteurs ici, un autre émetteur ici, un autre émetteur ici, ainsi de suite. Et ensuite, mathématiquement, on va analyser tout ça et on va déduire ce qu'il y avait à l'intérieur. Et on va être capable de, mathématiquement, comme j'en signale, d'obtenir une image de ce qui se passe à l'intérieur. Plus le rayon est susceptible de pénétrer profondément et plus l'image du cerveau va être profonde. Et on va voir plus tard qu'une des limites de cette technique-là, c'est qu'on va faire l'image du cerveau, oui, mais plutôt en surface. Parce que les rayons vont réussir à pénétrer, mais peut-être pas tant que ça. Maintenant, vous me posez la question, vous allez me dire, oui, mais à travers le cerveau, la lumière ne passe pas en temps normal. Quand vous regardez actuellement votre voisin, vous ne voyez pas son cerveau à travers son crâne. Et même si vous avez une grosse lampe de poche, vous ne pouvez toujours pas voir en prenant la lampe de poche. Et c'est ce qui va m'amener, je crois, à la prochaine diapo, si je ne me suis pas trompé. La façon dont ça se passe, c'est que ce qu'on a ici, c'est le taux d'extinction de la réponse hémodynamique. La réponse hémodynamique, ça représente l'afflux de sang dans le système. Et lorsque
active les neurones, il y a un afflux qui change la réponse immunitaire. Je vais revenir un peu là-dessus tout à l'heure. Ce sur quoi je vais insister sur cette image-là, c'est qu'on a comme ça la réponse de la transparence, si on dit, de l'extinction, de l'obscurité. Donc, plus on est près des petites longueurs d'onde, donc du côté du visible, et plus c'est opaque. Plus on s'en va vers l'infrarouge, et plus ça devient transparent. Et c'est ce qui explique que cette technique-là permet de voir à travers le cerveau, c'est que les tissus, lorsqu'on se déplace vers l'infrarouge, deviennent de plus en plus transparents. Lorsqu'on regarde une personne en infrarouge, on voit pas la même chose que ce qu'on voit dans la lumière visible. Et c'est ce qui fait que la technique fonctionne. Si on faisait la même chose avec la lumière visible, on n'obtiendrait pas, en admettant qu'on puisse faire tout le reste par ailleurs, on n'obtiendrait pas des images aussi intéressantes. Donc, en faisant ça, on peut obtenir des images de toutes sortes de choses. Donc, cette technique-là, elle est mise au point, elle est développée. Ici, vous avez des images de petite animaux. Et donc, il y a des gens qui travaillent à essayer de produire ces images-là. De cette façon-là, évidemment, il y a différents mécanismes, différentes techniques pour mettre en évidence cette lumière-là. Des fois, c'est des fibres optiques, des fois, c'est autre chose. L'idée étant toujours la même, on envoie de la lumière, on attend, il y a une certaine diffusion qui se fait, et au retour, on obtient l'image. Ici, vous avez une synthèse de l'image où on va, de la même façon, tout à l'heure, il y avait deux courbes qui représentent la réponse thermodynamique, et selon les deux courbes, on peut obtenir deux types d'images. C'est deux façons d'aller chercher l'information. Et ça nous permet de voir, on voit bien ici, là, ça illustre pas bien l'idée que c'est plutôt la surface qu'on va aller voir. Si on décide d'aller voir au moins en profondeur, pour l'instant, c'est très difficile. C'est plutôt impossible. Quel est l'avantage de cette technique? Ben, premier avantage, Bianca en a parlé, c'est que les appareils absolument sont très bruyants. Les appareils qu'on utilise, c'est quelque chose d'imposant. Il faut même faire un entraînement et tout ça. Et la lumière ne fait aucun bruit. Si on utilise des mathématiques, c'est quelque chose qui n'est pas du tout bruyant. Alors, c'est pas du tout le problème. C'est aussi beaucoup moins dispendieux. C'est une technique qui n'est pas beaucoup moins dispendue que les autres appareils. Et une des raisons, c'est que c'est beaucoup plus petit. Vous voyez ici, l'appareil est immense. Il y a des champs électriques impliqués, il y a des trucs difficiles à faire. Les fibres optiques, c'est quelque chose dans notre société maintenant qui est très présent, qui ne coûte pas très cher. La lumière infrarouge, c'est quelque chose qu'on produit facilement. Il y en a partout autour de nous. Il s'agit d'avoir une bonne source. Les détecteurs infrarouges sont de plus en plus utilisés, de plus en plus présents. Les détecteurs infrarouges, entre autres, ont donné les appareils de caméra ou on prend des photos. C'est avec ce genre de détecteur qu'on peut prendre des images. Donc, c'est quelque chose qui ne coûte pas très cher. Ça coûte pas très cher, mais c'est moins dispendieux. Et on peut donc espérer obtenir ces appareils-là peut-être un peu plus facilement. Une subvention un petit peu moins importante. Autre avantage majeur, c'est la liberté de mouvement. Je vous illustre ici un appareil réel. C'est quelque chose qui existe vraiment, qui est sur le marché. Donc, vous avez un casque sur la tête, on a un certain nombre de capteurs sur la tête. Et en direct, comme ça, on peut obtenir l'image de ce qui se passe. C'est très, très intéressant parce que vous voyez, bon, on comprend qu'on ne pourrait pas vraiment jouer au basketball avec ça sur la tête. Il y a quand même une limite au mouvement qu'on peut faire. Il faut être quand même assez relax, mais on arrive à faire des mouvements. Donc, pour les enfants, c'est très intéressant. Pour les situations aussi réelles, parce qu'il reste que lorsqu'on est couché comme ça, immobile, et qu'on appuie sur des boutons, c'est quelque chose de pas très naturel. Il faut avoir un bon protocole, réussir à mettre en évidence ce qu'on veut mettre en évidence, mais pour les problèmes éducatifs, dans une classe, dans un contexte d'apprentissage authentique, c'est pas l'idéal. Avec ces trucs-là, avec ces appareils-là, on peut imaginer avoir des situations vraiment authentiques dans lesquelles on peut obtenir des images au moment où l'action se passe. Donc, c'est très, très intéressant à ce niveau-là. Un autre avantage, c'est au niveau de la santé, parce que le seul effet des infrarouges est un effet thermal. C'est le seul effet qui pourrait être possible sur notre corps. Et cet effet thermal-là, on peut calculer quelle est la puissance, par exemple, des lasers qui sont utilisés. Ce ne sont pas des lasers comme dans les films qui restent là. On n'est pas du tout dans cette logique-là. Ce sont des lasers qui correspondent à la lumière peut-être qu'on émet nous naturellement. Donc, c'est la lumière qui est déjà là autour de nous. On baigne dans ça, on émet cette lumière-là. Donc, elle nous fait vraiment absolument rien. On peut avoir un casque comme ça sur la tête pendant toute la journée. À la limite, ça ne pose pas vraiment de problème.
autre, l'inconfort fait par le casque lui-même. Et puis, dans les faits, ce qui se passe, c'est que pour que ça fonctionne, il faut vraiment avoir un petit ressort qui colle de la fibre optique sur la tête. Donc, si on garde ça toute la journée sur sa tête, ça nous fait plein de petits trous sur la tête. Ça pique un peu, mais c'est le seul véritable problème. Et il y a des études qui ont été faites pour essayer de mettre en évidence ces choses-là en 2000, par exemple. Et même si on dit que les autres techniques d'imagerie n'ont pas d'effet sur la santé, il reste que si on fait une analyse complète, c'est pas si évident que ça qu'il n'y a aucun effet. Par exemple, à chaque fois qu'on utilise des champs magnétiques, ce qui est le cas de plusieurs techniques, à chaque fois qu'on utilise les champs magnétiques variables, il y a toute la question de l'induction, qui est une question qui n'est pas simple du tout au niveau des effets sur le corps humain. Parce que l'induction crée des courants à différents endroits, même sans contact, des choses qu'on ne peut pas voir. Et à long terme, si on passait toute la journée dans un appareil IMRF, par exemple, ou pendant des semaines, c'est pas clair qu'ultimement, il n'y aurait pas un effet sur la santé. Il faudrait faire des études dans cette direction-là. Mais c'est pas si clair que ça. Par contre, pour ce qui est de l'infrarouge, on a beau l'avoir toute la journée. Comme je vous dis, on émet déjà nous-mêmes les infrarouges, donc on sait qu'on peut très bien avoir ça sans aucun problème. Et un autre avantage, qui n'est pas un immense avantage, c'est que ça a à la fois une résolution spatiale et temporelle intéressante. Ce n'est pas une très grande résolution spatiale, ça ne se compare pas aux meilleures méthodes. Même chose pour la résolution temporelle, ça ne se compare pas aux meilleures méthodes, mais c'est un compromis entre les deux, donc c'est une technique intéressante à ce niveau-là. Ça permet d'obtenir des données intéressantes qui sont peut-être complémentaires. C'est-à-dire qu'on ne peut peut-être pas seulement faire ça, mais qui nous permettent, par exemple, de faire des études à très longue portée avec beaucoup d'heures d'observation, avec des sujets qu'on voit régulièrement, sans avoir à payer des montants importants pour obtenir des appareils. Donc, ça permettrait d'avoir des études comme ça qui combinent plusieurs techniques pour obtenir des informations complémentaires. Et des avantages. Donc, premier des avantages, la résolution temporelle est limitée par la réponse thermodynamique, la réponse dont je parlais au début. La technique d'IMRF a le même problème. Donc, il y a plusieurs techniques qui sont limitées par ça, ce qui fait que la résolution temporelle est de l'ordre d'une seconde. À peu près, cette résolution-là. Et c'est une limite de la technique. Mais, je le mets en parenthèse, signal optique évoqué. Donc, les chercheurs, des ingénieurs qui travaillent actuellement proposent l'idée qu'on pourrait peut-être augmenter vraiment beaucoup la résolution temporelle en utilisant des signaux optiques évoqués. Je vais revenir dans la prochaine diapo vous expliquer qu'est-ce que ça change, le fait d'utiliser un signal optique évoqué. Et ce que ça pourrait avoir comme conséquence, c'est qu'on pourrait analyser maintenant la réponse du cerveau, mais avec des échelles de l'ordre du centième de seconde. Ça pourrait aller jusque-là. Et je vais revenir là-dessus. Deuxième chose, résolution spatiale limitée par la diffusion. Donc, la question de la diffusion dans le cerveau fait en sorte qu'on arrive à avoir des images qui ne sont pas si claires que ça. Il y a un certain flou intrinsèque qui vient de l'analyse de l'image. Encore une fois, en parenthèse, j'ouvre une porte, les mesures résolues en temps. Qu'est-ce que sont les mesures résolues en temps? Ce sont des mesures pour lesquelles on prend la réponse hémodynamique, si on veut, le signal, mais vraiment à des intervalles très très rapides, et on observe la forme de l'onde. La forme, je reviens aussi dans une prochaine diapo, la forme de l'onde nous permet d'améliorer la qualité de l'image. Actuellement, il n'existe aucun appareil qui utilise cette technique-là, mais il y a des chercheurs qui développent des techniques. La technique existe, elle commence à fonctionner, mais elle n'est pas incluse dans les appareils commerciaux, puisque ce sont des trucs qui sont assez récents. Et on peut espérer que dans les prochaines années, on va peut-être réussir aussi à améliorer la résolution spatiale. Donc pour l'instant, on a seulement les couches supérieures, mais dans la mesure où on augmente la résolution spatiale, la résolution temporelle, on va peut-être être capable de descendre plus importantement dans le cerveau, et peut-être qu'on va arriver à des choses facilement. Donc je reviens avec les deux améliorations possibles. Actuellement, lorsqu'on fait les mesures avec l'imagerie optique, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie un signal, somme toute, continu. Donc on envoie un signal et on regarde quelle est la réponse continue. Donc voici, on a envoyé notre signal et on a obtenu cette réponse-là dans un intervalle qui est assez grossi. L'idée pour améliorer la technique, et les deux améliorations possibles proviennent du même effet, consiste à plutôt que d'envoyer un signal de façon continue, d'envoyer un signal discontinu, une impulsion, avec une forme précise. Donc d'envoyer une impulsion qui est à zéro, qui monte d'un coup et qui descend d'un coup. Jusque-là, rien de nouveau. Cette onde-là va entrer, va se faire diffuser, va se
dans le cerveau, il va ressortir. Et lorsqu'elle va ressortir, elle n'aura plus la même forme. Si on prend des mesures très très rapides temporellement, on peut analyser la forme de sortie. Et la forme de sortie nous informe de ce qui s'est passé à l'intérieur. C'est mathématique, là, mais ça nous donne plus d'informations. Donc, on pourrait comme ça augmenter la résolution spatiale de l'image. Ce serait la façon d'augmenter la résolution spatiale, d'avoir plus d'informations sur la diffusion à l'intérieur et donc de reconstruire l'image avec plus de qualité. Ça serait une première façon. L'autre élément qui est surprenant, qui est inattendu, mais qui est fascinant, c'est que, c'est une idée qui est encore très récente, quelqu'un a observé que les neurones, lorsqu'ils sont excités, ne diffusent pas la lumière de la même façon que lorsqu'ils sont au repos, lorsqu'il y a un flux qui passe, et ceci indépendamment de la réponse hémodynamique. Ça n'a rien à voir avec la réponse hémodynamique, ça a à voir avec les propriétés optiques intrinsèques des cellules. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on a une diffusion qui est influencée en temps réel par l'activité neuronale. Ce qui permet, si on utilise cet effet-là, en fait, c'est quelque chose qui va influencer la forme. On parlait tout à l'heure de la forme, mais c'est une forme qui, non seulement est en réponse à la réponse hémodynamique, mais qui a une forme qui change très très rapidement, qui a une forme moyenne, si on veut, avec des bosses et des trous qui apparaissent et qui disparaissent très rapidement. Et si on analyse ces mouvements rapides, on obtient une réponse rapide du cerveau. Et ça permettrait comme ça d'aller chercher des images, cette fois-là, qui pourraient être dans l'ordre du centième de seconde. On avoir une imagerie cérébrale très rapide. Et là, il y aurait un avantage évident par rapport à l'IMRF. Donc, l'IRF. Donc, c'est quelque chose, encore une fois, qui n'est pas inclus dans les systèmes commerciaux, mais qui est en développement et qu'on va voir apparaître. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les systèmes actuels, on utilise des lasers, tout ça, des détecteurs, ce sont des technologies qui n'ont pas peur de la vitesse. Donc, possiblement que même les appareils actuels pourraient être adaptés à ces technologies-là, une fois qu'on a une très bonne idée de comment faire la chose. Donc, ce n'est pas un problème. En général, les appareils n'ont pas de problème à prendre une image à la seconde. C'est quelque chose de très facile pour lui. Ils vont en prendre des centaines, voire des milliers à la seconde de sans aucun problème. Exemple de premiers travaux rendus possibles grâce à cette technique. Et là, je trouve ça intéressant de voir à quelle année ça remonte et qu'est-ce qu'on a fait avec. Et ce sont des travaux qui ont été difficiles à faire autrement. Donc, ce sont des enfants, par exemple, âgés de 5 jours, sur lesquels on a fait des expériences. Pour l'IMRF, 5 jours, ça serait un peu difficile de l'expliquer, on ne va pas bouger. Les endormir. Il faudrait les endormir, puis à ce moment-là, est-ce qu'ils auraient une grande conscience de ce qu'on leur demande? Et ce qu'ils ont fait, c'est reconnaissent l'italien. Bon, vous pouvez lire l'étude, c'est fascinant. Ils ont fait entendre à ces enfants-là, c'est des enfants évidemment de langue maternelle italienne, ils leur ont fait entendre de l'italien, par exemple la voix de leur mère. Et ils ont fait entendre ensuite la voix de leur mère, mais avec le signal inversé, joué dans le sens contraire au niveau temporel. Ce qui veut dire que ça représente les mêmes fréquences, la même distribution de tout, mais maintenant le langage n'a plus de sens. Et ils voient une différence. C'est des enfants de 5 jours. Ce qui est fascinant, ce qui veut dire qu'ils auraient, ou bien, il y a deux hypothèses de travail, ou bien ils ont déjà intrinsèquement une habilité à reconnaître le langage, ce qui est vraiment fascinant comme question, ou bien ils ont eu l'occasion d'apprendre à reconnaître le langage pendant qu'ils étaient dans le ventre de la mère, ce qui est tout aussi fascinant. Donc, On va essayer à 2 jours. Oui, ben, je crois qu'ils vont pas lancer, mais quand même, c'est intérêt, pourquoi pas, avec l'imagerie puissante. Ensuite, donc, autre chose, plasticité chez les enfants naissants après dommage. Vous savez qu'ils avaient subi des dommages pour différentes raisons, et ils ont mis en évidence, justement, encore des enfants très très jeunes, une plasticité qui est différente de celle des adultes qui subissent des dommages. Qui, eux, on parle plutôt de réhabilitation de certaines parties, là, chez les enfants naissants, c'est autre chose complètement. Et c'est des trucs qui sont assez récents. Vous voyez, 2000-2003, la personne qui rend compte de cette étude-là qui a été publiée en 2003 mentionne que les premières mesures ont été prises dans les années 95. Je me demande s'il n'y a pas Jacques Meyer dans cette équipe-là. Oui, c'est possiblement, j'ai pas regardé. C'est la regardé. référence qu'on peut, je regarde. Je connais dans ma poche, je pourrais te la sortir. Donc, il y a cette chose-là. Donc, ce sont des études qui sont faites chez les enfants. Donc, les enfants, effectivement, se prêtent bien à cette technique-là. C'est peut-être même la seule façon actuellement d'obtenir des données sur des enfants très très jeunes parce qu'ils peuvent bouger et les données peuvent tout de même être intéressantes. Exemple
de travaux futurs, donc si on essaie d'appliquer ça dans le contexte de l'éducation, je suis allé dans des projets qui sont près de moi évidemment pour essayer de soulever des questions. Donc, apprentissage authentique, ce dont je parlais tout à l'heure. Donc, on se met dans un contexte authentique, on définit un protocole, on met une casque sur chacun, et puis on se met à voir qu'est-ce qui se passe, à regarder les films, qu'est-ce qui se passe dans la tête, est-ce qu'ils ont des problèmes. Ce qui serait très intéressant, cette dimension durant la journée, c'est d'avoir un ensemble de tâches comme ça, qui serait une certaine forme de standard adapté au contexte de l'éducation et qui nous permettrait par la suite de bâtir là-dessus. Ça serait fascinant. Changement conceptuel, le projet de style. Donc, qu'est-ce qui se passe, à quel moment c'est le changement, on obtient des images avec des sujets, beaucoup de sujets pendant beaucoup de temps, dans des situations réelles, pas dans des situations où on est touché, immobile, et on regarde des choses. Toute la question de l'environnement, c'est vraiment fascinant. Autre chose, tout aussi fascinant, hyper-scanning, donc l'idée que quand deux personnes pensent à une tâche commune, il peut y avoir une relation des effets dans leurs deux esprits qu'on pourrait mesurer, qu'on pourrait reconnaître. Une synchronisation de ce qui se passe, une résonance, une empathie, appelez ça comme vous voulez, quelque chose qu'on pourrait mettre en évidence qui jouerait le rôle de circuit social. On a parlé un peu aujourd'hui de cette idée-là, est-ce qu'il y a un modus social dans le cerveau, est-ce qu'il y a quelque chose peut-être sous notre conscience qui réagit à ce qui se passe autour, et est-ce qu'on pourrait, si on ne peut pas en avoir conscience, on peut peut-être le voir avec les images, et à ce moment-là tirer des conclusions de ça. Est-ce qu'on pourrait tirer des conclusions, par exemple, d'un enseignant qui enseigne à un étudiant et que le réseau social, le module social est éteint ou est allumé, par exemple. Est-ce que ça fait une différence? Ça ferait peut-être une différence sur l'apprentissage. Est-ce que l'enseignant est plus empathique, moins empathique, et ainsi de suite. Il y a quelque chose de très intéressant à faire à ce niveau-là. Ça a déjà été commencé, si on veut, dans les appareils conventionnels. C'est difficile, c'est avec des boutons, là, puis la relation, en fait, si je me rappelle bien, c'est une relation de jeu. Il y a quelqu'un qui joue, ça influence sur l'autre. Donc, c'est quelque chose, on a vu sur le bouton, chacun du père. C'est la nature de la relation sociale. C'est pas très naturel. C'est quelque chose d'assez artificiel. Si on les mettait dans des vrais contextes comme ça, donc avoir une véritable interaction sociale, et dans un contexte réel, et là, il y a des choses intéressantes, peut-être qu'on pourrait tirer à l'autre. C'est vrai que l'autre ait son truc aussi. Oui, peut-être même lui, il pourrait avoir un truc, hein. C'est ça. Lui aussi. Est-ce qu'il est empathique par rapport à cette personne? Ça change tout, hein. Ici, je vous en ai parlé tout à l'heure, les mesures résolues en temps, hein, des trucs très, très rapides. Ce truc-là peut apparaître comme un projet un petit peu fantaisiste, mais en fait, dans les projets actuellement qu'on fait, je vais vous parler d'une demande rapidement qu'on est en train de faire pour le laboratoire, et on a un membre de l'équipe qui est un ingénieur spécialiste de la tomographie et qui travaille là-dessus précisément, c'est sa spécialité, et il est intéressé à implanter ça dans nos appareils. Tenter de faire. On pense que c'est une aventure, mais donc on peut imaginer d'ici 4 ou 5 ans qu'on pourra avoir ces trucs-là et avoir des trucs vraiment intéressants. Puis ensuite, la notion de corrélation, on en a parlé à 2 personnes, on pourrait parler de ça en groupe, 2 personnes. Si on avait plusieurs tomographes, si on avait 3 ou 4, comme ça, on pourrait avoir un groupe qui travaille en équipe, une tâche commune, et donc on pourrait analyser les corrélations cérébrales entre les personnes pour voir si ça a une influence sur ce qui se passe. Sorte de projet absolument fascinant et absolument nouveau. On parle de trucs qui émergent, qui commencent à émerger, mais pour lesquels il y a peu de résultats. Tout est à faire. C'est quelque chose d'absolument passionnant. Ça pourrait nous amener vers un laboratoire. Peut-être un laboratoire qui utilise cette chose-là. Et c'est le projet qu'on va déposer et pour lequel on va faire le rapport. Donc, jusqu'à présent, ça va bien. On a réussi à franchir l'étape provinciale et on espère peut-être que l'année prochaine, l'année suivante, on pourra déjà commencer à prendre des mesures. Et on est évidemment intéressé à trouver des collaborateurs pour cette chose-là. Et en admettant que le projet soit refusé cette année, il s'est rendu suffisamment haut à ce moment-ci pour qu'on puisse très raisonnablement penser à le représenter en augmentant notre réseau de contacts pour faire une équipe encore plus solide. Au niveau, par exemple, pan-canadien, ça serait intéressant. Donc, s'il y a des gens ailleurs au Canada qui s'intéressent à ce genre de projet,